Elle avait écrit, elle avait prémédité tout ça, elle avait fait des plans. Et c'est quand je rangeais un jour je rangeais les affaires que je suis tombée, je lisais les écritures, j'ai refermé, j'ai jeté. J'ai dit, je peux pas, je peux plus, c'est trop pour moi. Parce que en fait, tu voyais que l'enfant souffrait dans sa chair, ça allait même au-delà de ce que tu peux penser. Ashley, un matin, tu prends ta douche, mais cette fois, les choses vont pas se passer comme les autres fois, parce que tu vas recevoir un coup de fil. Et à l'autre bout de fil, c'est ta maman. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle ne me dit rien en fait, j'entends juste des cris. Il y a beaucoup de mots qu'elle aligne, mais je n'arrive même pas. Donc, en fait, on a affolé, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Ça crie de partout en fait. Donc, il fallait que je voie exactement la scène pour que je réalise qu'effectivement, c'est pas bon quoi. Et là, quand tu descends, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu vas où? Tu vas avec ta maman? Tu fais quoi au fait? Eh bien, quand je descends, il y a les pompiers que je vois en premier. Et il y a aussi donc la petite qui est sur le côté. Mais quand je monte dans l'ambulance, je vois qu'elle est en pleurs, maman. Je la prends dans mes bras. Elle dit non, je m'en veux. Ce que j'ai fait, voilà, je n'arriverai jamais à me pardonner. Je dis non, c'est pas ta faute. Et elle pleurait en sanglots. Et c'est quelques instants après qu'on est venu m'annoncer la nouvelle que la petite ne vivait plus. Ah, parce que quand tu es descendue, elle vivait encore et les pompiers étaient en train d'essayer de la réanimer. Oui, avant même qu'on m'appelle, ils essayaient à chaque fois de la ramener. Mais je pense qu'en fait, on n'a même pas besoin de te dire quand tu vois, tu sais. Dis-toi que quand j'étais de haut, d'abord, avant de descendre, quand j'ai vu ce qui s'est passé en dessous, je suis partie en arrière et j'ai eu comme un blackout où en fait, j'entendais les gens mais sans les voir. Tu sais, un peu comme dans les films où voilà, il y a l'ambulance et tout. Les gens passaient, tout était flou en fait devant moi. Je savais même pas où j'étais et c'est un moment là, quelqu'un m'a touchée et j'entends vous êtes là. Elle essayait moi aussi de me parler et tout. Et puis elle dit je suis désolée mais non, la petite n'est plus. Et j'entendais après encore ma mère par derrière qui pleurait. C'est-à-dire du bas. En fait, cette scène-là, franchement, je n'ai même pas les mots, c'est indescriptible. Oui, en fait, tout est un peu flou. C'est parce ça. que là, tantôt, parce que tu nous dis que tu étais à l'étage, tu recules, et c'est comme si tout est flou, et quelqu'un te touche. C'est ça. Donc, tu ne sais même pas à quel moment est-ce que tu te retrouves en bas. Waouh. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on vienne me dire un autre résultat, à part s'il y avait un miracle à ce moment-là, mais je m'apprêtais déjà à me dire comment est-ce que la suite allait se passer. Et justement, quand tu dis, toi, tu te projetais déjà, tu te demandais, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on a envie de faire, c'est de pleurer. C'est ne même pas penser à quelque chose d'autre. Et toi, à ce moment-là, tu me dis, mais tu te dis, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pourquoi? En vérité, je me suis dit, soit je m'apprête vraiment dans ma tête à ce qu'on me dise que les deux mêmes, c'est-à-dire, quand je la voyais dans cet état-là, je me disais, est-ce qu'elle n'allait pas, elle aussi, la suivre? Vraiment, c'était ça, la pensée qui me venait, c'était même pas, oui, le deuil, tout ça, mais les autres, les pleurs. C'est juste, est-ce que ma mère, elle va rester? Est-ce qu'elle va tenir? Parce que j'entendais à chaque fois, rendez-moi mon bébé, je veux pas, je veux la tenir dans mes bras. Et c'était impossible de l'approcher. C'est-à-dire, la douleur d'une maman à ce moment-là, tu te dis, c'est terrible. Donc, après, quand ils sont partis avec l'ambulance et tout, elle est restée, mais vraiment, elle criait, elle hurlait. Et j'ai commencé à appeler, du coup, tout mon répertoire, tu vois, parce que, voilà, dans cette situation-là, tu sais pas, tu n'as même pas le temps de calculer, en fait, qui va venir en premier. Tu appelles tout le monde en vrac et venez m'aider, en fait, parce qu'elle aussi, je sens qu'elle va pas tenir. Mais il n'y avait pas d'adulte avec toi dans le voisinage, non, personne? Il y avait juste, en attendant que des personnes qu'on connaît viennent, pour que les policiers et autres ils puissent partir et tout. Ouais. Parce que vu son état, en fait, ils étaient obligés de la maîtriser. Sinon, à ce moment-là, c'était pas possible. Qu'est-ce que toi, tu ressentais? Parce que ta maman était en panique, mais toi, tu ressentais quoi intérieurement? De la peur. Franchement, de la peur. J'étais vide. Bon, après, le sentiment de vide lui vient après. Mais c'est vraiment, j'ai peur. Je suis là, je tremble et tout.
ouais, j'étais pas dans mon corps. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet très sensible. On reçoit pour cela Ashley qui va partager avec nous un drame qu'elle a vécu, à savoir la disparition brutale de sa sœur. Au travers de notre échange, elle va nous dire qu'est-ce qui va pousser sa sœur à en arriver jusqu'à ça et surtout comment est-ce que ce drame va la transformer, elle, en tant que grande sœur. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous en parler? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Ashley. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci. Sur Résonance, on a un petit rituel, c'est de compléter une phrase. Et la phrase que j'ai pour toi, elle dit ceci. Une chose que les gens ne voient pas souvent chez moi, c'est ma sensibilité. Et moi, je pense que je l'ai vue. Ah bon? Ouais. Ah, ça, c'est rare. Ashley, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur qui tu es et ce que tu fais dans la vie? D'accord. Donc moi, je suis Ashley Denis. À mon actif, je suis mannequin entrepreneuse et la fondatrice d'une association, donc les Enfants de la Destinée. Pardon, le nom c'est quoi? Les Enfants de la Destinée. D'accord, super, c'est beau comme nom. Merci. Et avant d'en arriver au pire, j'ai envie de dire, parce que la situation est juste terrible, est-ce que tu peux nous parler des conditions dans lesquelles vous grandissez, ta sœur et toi? Eh bien, en fait, il faut savoir que nous étions d'abord en Côte d'Ivoire, donc mon pays d'origine, où on a eu une vie plutôt bien, aisée, des gens modestes, quoi, tu vois. Mais à un certain moment, on est parti de là à cause de la guerre qu'il y a eu, dont tout le monde sait. C'était encore dans les années 2010 par là. Et puis, on est venu en France assez tôt. Voilà, donc maman, elle a vu ses entreprises littéralement couler. C'était très difficile pour elle parce qu'elle était dans un milieu déjà où voilà, les gens ne se faisaient pas de cadeaux. Et puis aussi, elle était seule à nous gérer toutes les deux. Mais malgré tout, ça a toujours été une très bonne mère qui nous a mis en sécurité. Malgré le fait qu'elle avait aussi ses bagages et tout, elle nous a toujours, toujours rempli d'amour, nous a toujours couvertes. Et franchement... Elle était séparée de votre papa oui. À cette époque-là, quand vous veniez en France, c'est ça? Oui, voilà. Si c'est ce qu'on ne voit pas derrière chaque mère célibataire qui essaie de joindre les 2 bouts. Voilà, on ne voit pas aussi l'épuisement d'abord, mais malgré cela, voilà, nous sommes venus. Et pendant de longues années, moi, contrairement à ma sœur, elle était beaucoup plus proche en fait. C'est-à-dire que j'étais... Ta maman et ta sœur étaient beaucoup plus proches, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais plus en fait, si tu veux, à partir d'un certain âge, chez des gens que je connaissais plus ou moins, parce que j'étais scolarisée ici. On m'a très vite mis sur le système européen. Et puis, donc, la petite, elle était restée là-bas parce que ma mère, elle était plus sur la base après que ça s'était passé. Voilà, donc déjà, tu vois qu'il y a ce truc-là d'aller-retour. Ta maman et ta sœur passaient le plus de temps en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, finalement, chacune de vous va mener un peu sa vie de son côté. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quel moment est-ce que vous allez vous réunir? Ou du moins, comment est-ce que chacun vit sa vie pour qu'il y ait des impacts qui vont vous pousser petit à petit à cette phase de brisure où ça ne va pas aller chez ta sœur? Bien. Pendant que moi j'étais en France, donc elle était avec maman, elle allait à l'école, mais c'est vrai que étant donné que ma mère elle élevait seule, c'était difficile d'avoir un équilibre familial stable, mais tu sais, quand tu es enfant, tu n'as pas encore le temps de calculer tout ça. C'est peut-être à l'école quand on va te rappeler, ah non, mais pendant des moments spécifiques, la fête voilà, des pères ou autres, il peut y avoir des manquements. Mais de ce que je savais de la petite, c'est qu'elle était tellement joviale, créative, elle était dans sa bulle en fait. Mais à un certain moment, c'est vrai que ça a pesé quand maman elle voyageait beaucoup, elle voyait que son état moral, ça n'allait pas trop. Et ça s'est développé où, quand elle était ici en France aussi? Oui, ouais. Parce que quand tu es en Afrique, en fait, ce qui se passe, c'est que, tu sais, beaucoup de personnes aussi le disent, quand tu es chez toi, c'est pas la même
que quand tu viens dans un autre pays, en fait. Parce que tu as le bonheur, voilà, tu es entouré. Tu te poses même pas la question de savoir, voilà, non, 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 non. Parce que tu as toujours la joie de vivre, en fait. Mais c'est vrai qu'ici, c'est devenu, en plus, tu vois, avec la nouvelle génération, c'est devenu beaucoup plus compliqué. L'isolement, les réseaux sociaux, les comparaisons. Tu sais même pas, ils se retrouvent en eux, ce qui se dit, ce qu'ils font. Mais après, c'est vrai que de ce que j'avais remarqué, il y a l'entourage en dehors de la famille qui a joué sur ça, sur sa transformation. Mais même bien avant de parler de transformation, en fait, tu voyais qu'il y avait de l'isolement, il y avait des choses, en fait, elle s'auto-faisait, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'était caché. Rapidement, quand elles sont revenues? Non, progressivement. Progressivement. Du coup, est-ce que quand elles sont revenues, elle avait toujours sa joie de vivre, tout ça, et ça s'installait au fur et à mesure? Alors, il faut savoir qu'il y a une partie où nous étions partis aux Antilles. Parce que maman, elle a eu un mariage, du coup, qui ne s'est pas très bien passé. Et de là, il s'est passé tellement de choses, mais pour aller dans les brefs détails, en fait, c'est que il y a eu un moment où elle était en famille d'accueil. Et moi, je suis revenue sur la base de la France. Ah, ta soeur était en famille d'accueil aux Antilles? Oui. D'accord. Voilà, donc il y a eu déjà un gros bagage qui était là. Et ce qui a fait que quand elle est revenue sur la France, parce que nous l'avons récupérée, on s'est vraiment battu pour la sortir de là, eh bien, elle est venue dans des conditions déjà un peu instables. Et de plus, la réalité de la France, ça l'a encore plus choqué qu'autre chose, parce que c'est encore deux mondes différents. Vraiment. Et ça se passait bien pour toi? Tout allait bien? Et c'était pas non plus tout rose de mon côté. Enfin, chacune vivait sa réalité, mais disons que moi, c'était plus de la survie, sans m'en rendre compte, parce que les gens pensent mais que... le mot, il est fort quand même, alors que tu étais enfant. Oui, c'est donc vrai. Là, tu nous parles de survie. Donc, qu'est-ce que tu as vécu pour que tu parles de survie? Parce que beaucoup pensent que c'est que ma sœur qui a vécu la dépression, alors que moi, je l'ai vécu aussi, mais sous une autre forme. C'est-à-dire où, quand tu es livré à toi-même étant jeune, tu ne te rends pas forcément compte au début, étant donné que aussi, nous, la communauté noire, on est très réputé pour la stigmatisation plutôt. On n'est pas trop à fond sur l'histoire de santé mentale, à partir du moment où ton parent sait que tu es dans une maison, on t'envoie des sous, tu es tranquille, tu as un statut, tu es en Europe ou bien dans un autre pays développé, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors que je commençais à développer justement des caractères qui étaient inappropriés, je me battais tout le temps à l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine où on n'appelle pas mes tuteurs ou peut-être ma mère pour dire que ta fille elle a fait ça. On a pas mal d'enfants qui sont turbulents comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu dis que toi aussi c'était de la dépression que tu vivais? Ça après, c'est en grandissant. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai connu des phases où je m'isolais beaucoup, où j'ai eu même des troubles de mémoire, ou à savoir que quand tu me parlais, je n'arrivais pas bien à assimiler, ce qui me créait des problèmes aussi à l'école. Quand je dis dépression, ça veut dire que j'aimais vraiment pas, comme je disais, l'autodéfense, où directement je m'énervais très vite, j'étais très 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 impulsive. Et ça, pour les personnes qui me connaissent avant, ils sont même étonnés de voir aujourd'hui que tu peux venir me faire un truc que j'aime pas et puis je te regarde, en fait je m'en fiche. Mais avant, ça se serait pas passé comme ça. Souvent il y a des choses dans le non-verbal ou qui se voient sur l'apparence qui montre aussi les alertes. Parce que j'avais aussi beaucoup de masse avant. Donc directement, en fait, quand on me voyait, on se disait, mais elle, tu vois, elle faisait pas du sport, elle prenait pas soin d'elle. Le fait, qu'est-ce qui se passe et tout. J'étais très moquée par les gens, alors que, tu vois, les gens savaient avec pas. Quel âge? Waouh, ça a duré... 18 ans, 17 Même pas, même bien avant. J'étais déjà un peu potelée et tout. Quand j'étais petite, ça allait, mais en grandissant, j'avais une alimentation vraiment laisse tomber, quoi, tu vois. En tout cas, moi, je savais personnellement qu'il y avait un problème chez moi à partir du moment où j'ai entamé la mesure de la guérison. Et quand même, en fait, j'avais même pas besoin de m'auto-diagnostiquer ou quoi. Même des gens aujourd'hui qui viennent me voir disent, mais t'as complètement changé, que ce soit ton aura, que ce soit tout. Et j'ai compris que effectivement les problèmes familiaux, ils sont énormément joués.
Et au fait, quand tu parles de problèmes familiaux, c'est que ce que toi tu as vécu, ta soeur l'a vécu d'une autre manière. Oui, effectivement. Moi, la partie où personnellement je m'en veux toujours, c'est que je me dis, j'ai pas pris mon rôle de grande sœur à cœur. Mais dans cette phase aussi où ma dépression, elle était un peu poussée, c'est que je m'en foutais de tout. C'était mon moment où je peux dire vraiment, je m'en foutais de la vie. En fait, j'étais dans une période de ma vie où je voulais juste m'envoyer en fait. Soirée, tout ce qu'il faut pas, mauvaise relation, école, laisse tomber. Bon, au moins, j'ai mes diplômes. Donc ça, je peux dire que c'était la seule fierté. Mais encore même ça, je ne sais pas quoi en faire. Quand à chaque fois on me disait, oui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout, c'était pas mon problème. Donc déjà, j'avais pas de bon rapport avec ma famille. Donc tu vois, la petite, elle venait, j'étais très contente de la voir parce qu'elle me manquait beaucoup et j'en ai souffert de cette partie-là, tu vois, quand elle n'était pas là. Mais après, j'ai pas fait aussi ce qu'il faut. J'ai pas rempli mon devoir de grande sœur. Et ça m'a pesé longtemps sur la conscience aussi. Mais tu te cherchais. Exactement. Tu vois, toi-même, tu l'as dit, tu te cherchais, tu n'étais pas bien, tu avais une certaine instabilité. Et c'est valable pour toi, mais pour beaucoup d'autres situations. Comment prendre soin des autres quand nous-mêmes, on ne va pas bien? C'est ça. Tu vois. Et du coup, quand vous allez vivre ensemble avec ta soeur, même si tu n'avais pas le temps de t'en occuper, tout ça, qu'est-ce qui à un moment donné va t'alerter? C'était en 2021. J'étais chez une amie à moi. Et puis, sur Instagram, j'étais en train de scroller comme ça. Et puis, je vois que... Parce que, faut savoir, la petite, elle avait de très beaux cheveux. En plus, on a un côté métis, donc je vois des belles boucles et tout. Quand tu la vois, c'est ça que tu vois. C'était sa couronne. Et je vois sur la photo qu'en fait, elle a coupé tout. C'est sur Instagram, tu vois ça. En fait, elle était face à une glace et je vois qu'il n'y a plus rien. Je dis, mais j'étais choquée. Et tu sais, mon amie, je lui montre. Elle me dit, mais waouh! Elle n'a pas la même réaction que moi. Elle dit, mais c'est trop beau, c'est artistique et tout. Je dis, mais il y a un problème. Alors ma mère n'en parle pas. Parce que ma mère, elle avait vu à la maison. Mais moi, je venais de voir ça sur Internet. Donc, je me suis dit, c'est peut-être une phase, mais ça nous a choqués. Et de plus en plus, elle se les coupait. Donc, les petits détails comme ça, faut pas les louper. Donc, c'est là que ça a commencé. Et je pense que même dans le silence... il y avait déjà la solitude, il y avait d'autres... Oui, donc crise identitaire. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que quelque part, en fait, elle se demandait qui je suis. Et peut-être que je changeais ça, en tout cas, tu vois. Parce que aussi, elle avait une passion, c'était les animés. Donc, peut-être qu'elle voulait ressembler à un personnage, mais c'était pas de l'art, c'était pas de la mode. Il y a un problème qui se passe, en fait. Oui, c'est toi qui... D'où ta sensibilité, dont on parlait, c'est ta sensibilité qui a fait que tu as su lire entre les lignes. Mais c'est vrai qu'avec les animés... Pas normal, elle ne touche pas à ses cheveux. Mais dans les animés, ils font ça. Oui, c'est vrai, mais pas à ce stade-là. Parce que déjà, le fait que ma mère elle se soit battue pour qu'elle ait de beaux cheveux, elle avait même peur de les toucher pour te dire en fait. Et ça ne lui ressemblait pas. Souvent, elle pouvait se faire des petits, je sais pas moi, des dessins, des choses, tu vois, comme dans les cosplays. Mais en arrivé là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Ça s'est développé au fur et à mesure. Au début, c'était les cheveux. Après, le style vestimentaire. Ça encore, on va dire que c'est un style. Quel style? Faut faire la différence en fait. Parce que pour quelqu'un vraiment qui change d'identité comme ça radicalement, il y a un truc. Mais en tout cas, moi, je sentais dans mon intérieur que c'était pas bon ce qui arrivait. Et ça n'a pas loupé parce que après encore, on arrive dans une partie où elle commence vraiment à ne plus être respectueuse, la petite fille, voilà, docile. C'était maintenant, je te regarde de haut en bas, tu vois, dans les manières, tu vois. Je dis, hé, la petite, là, il y a un souci. Et au fur et à mesure, ma mère aussi a commencé à voir qu'effectivement, il y a quelque chose. Mais nous, on ne connaît pas ça, la dépression, alors que c'était quelque chose de grand qui allait venir devant, tu vois. Donc, c'est un jour... Après la transformation, on passe au comportement qui, le comportement, après, devient des crises. Mais crise, c'est quoi comme crise? On va parler en code des... le zèbre. Okay, on appelle ça, oui, voilà, les rayures. Déjà ça. Sur ses bras ou un peu partout. Sur ses bras, déjà. Ouais, c'est ça. Et au début, elle les cachait, tu vois. Mais c'est au fur et à mesure. Et puis, on a commencé à rentrer dans les grandes crises, vraiment les pensées et tout et tout. Mais au moment où nous sommes arrivés dans la phase sévère,
là où tu vois, tu sais pas quoi faire. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Oui, mais quand on ne maîtrise pas, on peut se renseigner. Ah, les parents n'ont à pas la l'hôpital, notion de ça, en fait. bon, je sais pas à l'hôpital, mais en tout cas, comme ça, chercher sur Internet ou aller voir un psy ou le médecin traitant. Oublie ça, on ne connaît pas. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à la phase terminale où on se dit là, il faut qu'on envoie l'enfant à l'hôpital. Mais pendant tout ce temps. Oui, bien sûr. À quel moment est-ce que... Quand les crises elles se sont manifestées, où on était là à des... Je veux partir, à chaque fois on la retrouvait soit inconsciente, Quand tu dis je veux partir, ça dit qu'elle est arrivée à un stade où elle vous disait qu'elle allait le faire. Oui, de face comme ça. Elle pouvait s'arrêter devant toi et venir te dire que, tu vois, par exemple, elle te met en alerte, elle te prévient d'abord. Tu sais, c'est une période où psychologiquement on en a tous pris, mais surtout maman. Elle pouvait se la regarder comme ça et dire, tu sais, pour une maman, imagine ce que ça peut faire. Moi, aujourd'hui, imagine, je m'assois au bord de la fenêtre là-bas et puis je tombe. J'aurais peut-être mal si je me cassais quelque chose, mais si je m'en vais, c'est la vie. Ah oui, il y a eu ça, mais avant aussi, il y avait des écrits qu'elle laissait. Il y avait des... En fait, c'était un film d'horreur. Tu sais pas dans quoi tu es. Elle écrivait, et puis c'est pas des petites écritures comme dans un journal de bord. Elle pouvait te faire des livres. En fait, elle mettait, même dans les dessins, parce qu'elle était de nature très créative, elle mettait des pensées, elle faisait de ces dessins morbides, depuis qu'elle était petite jusqu'à arriver à certaines choses. Elle faisait des bouquins, elle écrivait, tu sais, des fois même des choses. Comment vous pouvez pouvoir dormir ou, enfin, pas être dans la paix, mais être tranquille en sachant qu'elle fait tout ça à côté? Je te donne ça à toi. Comment t'aurais géré ça? Parce que on va t'interner, interner ça suffisait pas. La psychiatrie ça suffisait pas. L'hôpital laisse tomber parce qu'un coup elle voulait rentrer, elle voulait sortir, c'est-à-dire qu'on vivait en fonction de ses humeurs. Et moi, faut savoir qu'à un certain moment, avant même que ça ne commence ou quoi, comme je t'ai dit, j'étais dans ma phase aussi où la dépression m'avait déjà touchée, donc je voulais même pas rester dans cette atmosphère. J'ai pris mes valises, je suis partie à Abidjan, je me suis posée, j'ai éteint tout avec ici, j'ai dit prenez vos affaires, votre pays, tout ça, je veux plus en entendre parler parce que c'était de trop dans la maison. Là tu me parles et j'imagine la scène et j'ai peur, tu vois, je suis choquée. Donc je me dis mais comment on fait pour rester calme face à quelqu'un qui nous informe parce que tu sais pas. Mais justement elle te le dit. Donc elle te le dit, mais tu essaies en fait toi-même tu es choqué en fait. Oui, tu sais, quand l'enfant vient devant toi pour te dire ah mais moi je veux me faire ci, je sais pas. Aujourd'hui, elle va bien se sentir, dans la minute après, elle peut changer de comportement. Versatile, tu sais pas. Donc à tout moment, tu es sur le qui-vive. Mais il faut savoir qu'aussi, maman, elle n'était pas tranquille. Et ça lui agit même dessus. Beaucoup, énormément. Ses problèmes. Aujourd'hui, même sa santé, elle est gâchée, tu vois. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle a vraiment tout fait. Si je dis qu'aujourd'hui, la dame, elle n'a pas essayé de sauver son enfant, je te mens. Elle est passée par toutes les thérapies. Elle-même, l'hôpital, elle voyait plus l'hôpital même que sa propre maison, pour te dire, tu vois. Donc, ça n'a pas été un combat de tout repos. De jour comme de nuit, elle ne dormait pas. Elle était dans tes hôpitaux. Moi, je venais souvent voir un petit peu comment ça se passait et tout. Mais je me dis, Tu les as laissées toutes les deux pour aller en Côte d'Ivoire, te ressourcer, et tu es revenue. Oui, je faisais des allers-retours peut-être pendant 3 ans comme ça. D'accord. Et donc, quand tu reviens à la maison, pour qu'on arrive justement au jour J, où le pire arrive, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as pu observer pendant ce laps de temps? De la dégradation entre les deux. C'est-à-dire que tantôt, maman n'est pas bien psychologiquement, elle réfléchit beaucoup, elle essaye de donner le meilleur d'elle en tant que mère, et essayer d'être plus patiente et tout. Mais tout ce qu'elle fait, en fait, rien n'y fait. C'est vraiment comme si la petite, en fait, dans sa tête, elle se disait « Je veux plus être là. Faites ce que vous voulez, mais un jour, je vais être bien, on va chiller, tout ce que vous voulez, mais à un moment, si ça pète là, je vous abandonne. » Et moi, en fait, je ne voyais pas tout ça au début. Je me suis dit, c'est peut-être
Tu vois, comme tout le monde. C'était des caprices. Imaginer qu'elle va passer à l'acte. Tu t'es dit, ça va lui passer avec le temps. Oui, parce que quand ma mère m'appelait à chaque fois au pays, elle pleurait. Elle disait, la sœur est encore à l'hôpital, elle fait des rechutes. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va pas. Elle va sortir et tout, tu vois. Donc moi, j'essaie toujours dans ma tête, il y a espoir. Et puis les gens autour aussi mettaient dans notre tête, non mais c'est des caprices, c'est tout ça. Quand tu ne connais pas quelque chose, vaut mieux que tu t'informes que plutôt tu restes dans le déni ou bien qu'on vient t'abrutir, tu vois. Et les gens ils disaient, oui mais ta fille, voilà, à chaque fois, nous on la voit là, elle est comme ci, elle est comme ça et tout. Et tu vois, tout ça, je trouve que pour la dame, ça faisait trop. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'elle vit et ils la jugent. Tu vois, et ça c'est dur. Et encore une fois, être mère seule à gérer ça. Et avec tout ce que je sais en plus qui s'est passé dans ma famille. C'est pour ça que je t'ai dit, la chose à laquelle je pensais quand on arrivait au dernier moment, c'est que je ne savais pas si maman allait rester. Parce que déjà l'accumulation, c'est vraiment mon modèle dans ce monde. C'est la personne vraiment, je peux la regarder, puis je peux dire... Je veux être comme ça. Je ne sais pas d'où elle détient cette force de caractère, en fait. Parce que d'autres personnes, ils seraient partis. C'est pas possible. La folie même les aurait pris. Mais maintenant, jusqu'à aujourd'hui, quand tu la regardes, c'est une femme de fer. Et vraiment que Dieu fasse que je sois comme elle, tu vois. Parce que c'est incroyable tout ce qu'elle a pu vivre jusqu'à maintenant. Le fameux jour arrive. Avant même, je le disais en début de vidéo, toi tu prenais ta douche, mais avant ça, c'était quoi la scène? Vous étiez toutes dans la maison, qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Donc, c'était en janvier 2025. Je me rappelle que ce matin-là, j'étais en train de me préparer pour aller au travail. Et sachant que je venais à peine de trouver un emploi. Donc, c'est-à-dire la veille, on venait de me faire signer un contrat et tout. J'étais toute contente, tout ça. Donc, ce qui se passait autour, à côté, c'était même pas mon problème. Moi, je voulais juste... En fait, j'étais dans une nouvelle période de ma vie où je me disais, j'ai envie de me reconstruire. Voilà, j'ai trouvé quelque chose. J'ai commencé à savoir un petit peu où j'allais. Et donc, tu t'imagines même pour moi comment j'ai dû vivre tout ça après. Donc, je m'apprêtais et tout. Mais avant ça, je sais que quelques jours avant, la semaine-ci, elle commençait encore à manifester des choses bizarres, tu vois, de l'isolement. Elle ne voulait pas manger, elle était là. Donc, quand je te dis que ça peut être un moment, ça va, et après, ça rechute, tu ne sais pas. Ouais, parce c'est on venait de sortir des fêtes où vraiment, on avait passé de bons moments en famille, elle souriait. Et les gens comme ça, ils font peur parce qu'ils te font vraiment croire que à ce moment-là, ils sont guéris. Il n'y a plus rien, tu vois. Alors que, non. Elle avait même écrit. Elle avait même prédité qu'elle voulait faire ça le jour de son anniversaire. Et ça, je l'ai découvert après, dans ses écrits. Et c'est le jour de son anniversaire qu'elle a fait? Non, elle n'a pas fait ça. Parce que justement, elle est née en fin d'année, tu vois. Donc, en fait, elle avait écrit, elle avait prémédité tout ça. Elle avait fait des plans. Mais ça, c'est, tu vois, j'ose même pas, en fait, le dire là, parce que, tu vois. Mais elle avait prémédité ça. Et c'est quand je rangeais un jour les affaires que je suis tombée, je lisais des écritures, j'ai refermé, j'ai jeté. J'ai dit, je peux plus, c'est trop pour moi. Parce que en fait, tu voyais que l'enfant souffrait dans sa chair. Ça allait même au-delà de ce que tu peux penser. Donc ce matin-là, quand je me préparais pour aller au travail, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de bruit dans la maison. Donc j'entends mon téléphone qui sonne et c'est ma mère. J'entends plein de bruit, elle crie, il y a l'ambulance et j'ai juste seulement entendu Emmanuela, ta sœur, elle s'est jetée, enfin tu vois plein de choses que j'arrive pas trop à décrypter, donc je comprends pas, je tremble, je sors immédiatement, je cours, j'ouvre la porte, je vois que effectivement la petite elle est pas là, donc je vais vers la fenêtre et je tends ma tête comme ça. Je dis non, c'est pas possible. Je repars par derrière et c'est là que plus rien. Je vois rien, j'entends rien. Je sais même pas dans quel état je suis. Je t'assure, c'était juste horrible à ce moment-là. Et donc quand toi tu découvres la scène, blackout, tu vas te retrouver avec ta maman, tu vas essayer de la consoler, tu vas essayer aussi de te projeter de peur, avec beaucoup de peur parce que tu sais pas à ce moment-là comment ta maman gère la chose. Et donc, on a toute cette scène-là. Et après, lorsque
l'ambulance est partie, tout le monde est parti. Comment est-ce que vous vivez ensuite ce drame-là? D'abord, je vais commencer avec ma maman du coup. C'est que elle était dans une phase de sa vie où elle luttait en fait entre la vie et la mort. Parce qu'elle disait toujours aux gens, si j'avais pas ma première fille, je l'aurais suivie. Effectivement, c'est ça. Parce que ça a été des semaines où, dis-toi, je travaillais, hein. Fallait que je me tienne moi, que je la tienne. Et chaque matin, je partais, elle pleurait. Je rentrais, elle pleurait. Donc, tu t'imagines un peu, moi-même, je me suis carrément anesthésiée de partout pour pouvoir, tes émotions, voilà, pour pouvoir aussi attraper les uns les autres. Parce que c'est juste, en fait, si tu vis pas, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. C'est là où, vraiment, quand les gens ils te disent si tu vis pas, je peux pas t'expliquer ça. Parce que c'était trop intense à vivre. Et de plus que quand on t'appelle, on veut que tu expliques et tout. Donc à chaque fois, à chaque moment, tu te rappelles, ça a été terrible. Ouais, j'imagine, parce que même là, c'est dur pour toi. Ouais. Et donc, quand c'est frais comme ça, j'ose même pas imaginer. Mon corps même refuse d'imaginer. Ouais. En fait, il y avait une deuxième pensée qui me venait, c'était de me dire que j'étais fille unique. Parce que d'habitude, quand on te pose des questions, t'as combien de frères et sœurs? Je dis, j'ai ça. Mais me dire du côté de ma mère, je suis seule. J'aurais jamais imaginé qu'un jour j'allais dire ça en fait. C'est pour ça que des fois, quand on me demande encore, est-ce que t'es seule ou quoi, je réponds pas en fait. Tu vois, je préfère même sauter parce que rien que de le dire, souvent j'en pleure, tu vois. Quand tu repenses à tout ça, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui t'anime? Ma mère. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment elle que je regarde aujourd'hui pour me dire que si je réussis déjà, c'est pour moi. Mais pour relever quelque part sa tête parce qu'elle a trop souffert. Déjà ça. Et puis de me dire aussi que la dépression, c'est vrai qu'on en parle de manière anodine sur les réseaux. Quand il y a des choses dans l'actualité, c'est vrai que je vois que c'est un peu plus développé, mais c'est pas encore poussé à l'échelle mondiale où je pense que ça doit être. Quand tu parles du cancer, on va te dire que chaque année, il y a des événements, des choses qui vont se faire par rapport à ça, les gens militent ou une autre maladie, mais quand on parle de dépression, soudainement les gens ils sont un peu plus en retrait, tu vois. Oui. Et je me dis, ce qui s'est passé là, parce que nous, on ne nous connaît pas, mais on vit avec, et peut-être que d'autres personnes aussi c'est leur cas, mais on ne sait pas. Oui, voilà. Beaucoup vivent, c'est encore plus présent aujourd'hui, beaucoup vivent la dépression dans le silence, beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Exactement. Et ça touche tous les milieux, que ce soit enfants, adultes, étudiants, salariés, entrepreneurs. Quel sens tu donnes aujourd'hui à tout ce que tu as traversé? D'abord, ça a donné un grand sens à ma vie parce que moi qui cherchais une motivation pour pouvoir évoluer, c'est la première parce que je me dis j'ai une responsabilité, c'est de devoir propager en fait cette œuvre-là pour que d'autres personnes aussi puissent s'édifier, être entendues et surtout aussi pour rendre hommage à la petite parce que j'ai plus ou moins pris cela comme, c'est vrai, un projet à cœur, mais aussi comme une consolation, comme une thérapie. C'est notamment ton association, pour le dire clairement, pour que les gens comprennent et qu'ils aillent aussi te soutenir. C'est que tu as créé une association que tu es en train de développer actuellement. Exactement. Pour parler justement de la dépression, sensibiliser, aider aussi d'autres jeunes qui traversent la même situation. Voilà. Et ça, c'est une belle cause, donc il ne faut pas le dire avec timidité. Il faut que les gens entendent. Et bien, les enfants de la destinée, au début, c'était juste une image que j'avais en tête. Puis, pendant toute cette année que j'ai développée, pour toutes les personnes donc, qui souhaitent déjà se guérir, parce qu'il faut reconnaître déjà que soit tu es passé par la dépression, que tu l'es, et puis vraiment se dire que j'ai besoin qu'on m'aide, parce que tout le travail aussi ne vient pas de nous. Nous, on peut être là, on peut booster, on peut aider, mais c'est pour aussi faire sortir ces personnes-là de leur zone de confort. Voilà. On n'est pas des personnes qui sont
défavorisés, ou bien il faut vraiment enlever cette idée-là de se dire ah non, par exemple, moi je suis un homme, moi je suis un tel, c'est pas un statut, c'est pas une couleur de peau, non. Quand tu n'es pas bien, tu n'es pas bien en fait. Il faut pas attendre que ça devienne grave pour dire voilà. Et ça peut toucher tout le monde. Tout le monde. Si vous connaissez ma posture là-dessus, la santé mentale, c'est très, très important. Cette notion de dire, moi, le psy, c'est pas pour moi. Voilà, vous savez que c'est pas notre nature ici. Ici, on prend conscience de sa santé mentale, de son bien-être, de son épanouissement. Si tu dois adresser un message à une personne qui nous écoute derrière son ordinateur, derrière son téléphone, qui est un peu isolée, qui est un peu dépressive, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, la première des choses, comme je n'ai fait que le répéter, c'est de ne pas se sentir seul. L'isolement, ça n'a jamais mené à la guérison. Quel que soit où tu es, que tu sois en France ou en Afrique, tu as le droit d'exprimer tes émotions. Voilà. Si tu as besoin de temps pour toi, tu n'as pas forcément en fait, envie de forcer les choses, de rentrer dans une case, il ne faut pas te forcer. Et puis le plus important, c'est de penser à soi, quel que soit le nombre de temps que ça peut prendre. On arrive à la fin, comme je le disais tantôt, et donc on a un rituel de fin aussi, c'est de te lire le mot de l'invité précédent. Le mot dit ceci: rien n'est impossible à Dieu. Ayez la foi et Dieu fera le reste. Bien, c'est peu recherché, mais c'est surtout très, très direct comme message. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Tu sais, souvent, il ne faut pas chercher des citations, quoi. C'est vraiment l'esprit de la foi qui a parlé, en fait. C'est ça. Donc, quel est ton dernier mot avant que je ne dise au revoir aux éditeurs? À tous ceux qui me suivent, déjà, merci à ma sœur Florence de m'avoir reçue. C'est la moindre des choses. Et puis, on vous laissera donc mes pages parce que cette action sociale dont j'ai parlé, je tiens encore à la propager, même ici. Et à ce que vous puissiez me donner de la force pour que ensemble, tous ceux qui sont en ce moment en train de lutter avec leur santé mentale ou qui ne sont pas forcément bien entendus, qui ont encore peur, eh bien, nous le fassions ensemble et que vous preniez conscience que ce qui m'est arrivé aussi peut arriver à tout le monde. C'est vrai que peut-être dans un autre passage de ma vie, j'aurais pu le faire, qui sait, mais j'ai subi, je sais et j'ai vu. Donc, je vous dis encore, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt sur mes réseaux personnels. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il nous a donnée à ta maman et toi. Et encore merci à toi. On te souhaite beaucoup de courage et de succès aussi dans ce combat-là que tu mènes. Merci. Je mettrai ces infos en description. Allez la soutenir, allez la suivre. C'est une belle cause qui peut toucher tout le monde, qui nous touche tous. Et donc, n'hésitez pas à la soutenir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas, prenez soin de vous, de vos proches. N'attendez pas que le pire arrive. N'attendez pas. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous et partagez le podcast autour de vous.